Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat. Comme tous les dimanches, on revient sur votre week-end de rugby, même si c'est un week-end très particulier avec toutes ces rencontres annulées en Coupe d'Europe ce week-end. Il y a quand même beaucoup de choses à dire et pour les dire avec moi aujourd'hui, on retrouve Jérôme Prévost. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et on retrouve également David Bonicaï. Salut David. Salut Baptiste. Tous les deux journalistes pour la rédaction de Midi Olympique. Et on va commencer par parler de l'enseignement du week-end. Et même si après 2 matchs, il y a 2 défaites, le Castres Olympique gagne en densité. Et ça lui plaît parce qu'il nous offre de belles rencontres en Champions Cup, David. Ouais, tout à fait. Le CO, comme tu le dis, gagne en densité. C'était un peu l'objectif du recrutement de Pierre-Henri Broncan. Il a voulu cet été densifier son équipe avec au moins 2 voire 3 joueurs à chaque poste pour pouvoir gérer la saison et faire des rotations. Et notamment, c'était un de ses arguments, pouvoir mener de front les 2 tableaux que sont le top 14 de la Champions Cup. Ma foi, même si c'est vrai qu'il y a 2 défaites contre les Harlequins la semaine dernière et cette semaine au Munster, 2 défaites encourageantes, le recrutement lui donne raison. Les jeunes, malgré 7 changements, là, hier, 19-13, un point de bonus sur Munster dans l'enfer de Thomond Park. Ma foi, c'est plutôt réussi. C'est ça. Jérôme, qu'est-ce que tu penses de ce Castres Olympique-là ? Écoutez, non, moi, je serais un peu moins enthousiaste parce que, ils ont été dominés hier. C'est vrai qu'ils ont bien résisté au Munster, mais je reste influencé par ce qui s'est passé à la dernière minute où Castres, à 19-13, pouvaient espérer gagner. Ils avaient la possession du ballon, ils pouvaient espérer marquer un dernier essai. Et on a vu les Castrés taper volontairement en touche, comme s'ils se satisfaisaient de ce point de bonus défensif acquis à l'extérieur. J'ai trouvé que c'était un manque d'ambition qui m'a un peu surpris. Pour moi, ils pouvaient gagner hier. Moi, je ne vois pas forcément, pour répondre juste à Jérôme, je ne vois pas forcément le manque d'ambition, mais peut-être plutôt une équipe qui était fatiguée, rincée par plus de 70 minutes de temps de jeu contre une équipe du Munster qui a quand même globalement dominé, qui gagnait les collisions. Et je pense que les Castrés étaient contents d'en finir sur un point de bonus défensif. Voilà, David qui suit pour Midi Olympique le Castres Olympique, qui connaît donc bien le dossier. On attend avec impatience les réactions castresses concernant ce coup de pied en fin de match, mais on ne les a pas encore. David, la vraie surprise, c'est qu'il y a quelques jeunes joueurs qu'on n'attendait pas et qui se sont révélés quand même sur ces 2 journées européennes. Ouais, alors comme je disais, ils ont commencé le match hier, les Castrés, avec 7 changements par rapport déjà à l'équipe qui avait affronté les Harlequins. Hier, moi, j'ai 2 joueurs qui m'ont particulièrement plu. C'est le jeune deuxième ligne Théo Anoyer, qui a joué un peu plus de 50 minutes, je crois, de mémoire, et qui a livré une très très bonne partie. Et aussi le troisième ligne Simon Meka, qui est en deuxième ligne de formation, mais qui là, pour le bien de la cause, joué troisième ligne pour suppléer un petit peu les blessures que le CO peut rencontrer à ce poste. Et ma foi, il a lui aussi livré une très bonne partie, on l'a vu très actif, ils n'ont pas du tout été impressionnés par l'atmosphère de Thomond Park, dont on sait qu'elle peut parfois être un peu pesante pour les jeunes joueurs. C'est des gamins qui ont autour de 20 ans et ma foi, ils s'en sont sortis avec les honneurs pour un premier match européen. Voilà, très bien. Donc, c'est ces Castrés qu'on a suffisamment critiqué ces dernières années pour ne pas jouer les coupes européennes. Voilà, commence à s'y mettre et même si ça se concrétise pas par des résultats, au moins ils nous offrent des matchs accrochés dans les endroits les plus hostiles d'Europe. Donc, voilà, petit coup de chapeau aux Castrés ce week-end. On enchaîne, messieurs, avec la question qui fâche. Et là, voilà, c'est le sujet de ce week-end, c'est le grand débat avec une Coupe d'Europe qui est quasiment annulé ce week-end avec seulement 3 clubs français qui ont pu jouer leur rencontre. Cette Coupe d'Europe a-t-elle du sens ? Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme ? Qu'est-ce que tu répondrais à cette question ? J'ai du mal à répondre. Est-ce qu'elle a du sens ? Moi, je voudrais un peu jouer les avocats, au sens où c'est la pandémie de Covid et les décisions du gouvernement, les décrets, je crois, qui obligent les organisateurs à prendre des mesures, alors qu'on peut contester, peut-être impopulaires, mais qui ferait mieux que dans le contexte actuel ? C'est vrai qu'il y a une série de reports qui ont été décidés, c'est vrai. Alors, certains clubs ont joué, pas d'autres. Alors, j'ai vu que Pierre-Yves Revol, le président de Castres, était mécontent. Il aurait voulu que toute la deuxième journée soit annulée. Oui, c'est vrai que c'est très confus. Alors, il y a des solutions de repli, j'imagine qu'on va en parler, mais c'est vrai que nous sommes dans la confusion et on se demande quelle va être la formule finalement de cette épreuve. David, ton avis sur la question ? En fait, on en parlait avant l'émission, mais le problème aussi, c'est que le règlement forcé par les décisions gouvernementales n'a pas été équitable pour toutes les équipes ce week-end.
Oui, voilà, on a vu notamment le Leinster. Hein. Bon, alors on va être un petit peu chauvin et pour une fois, on va dire que la décision de l'EPCR avantage plutôt les clubs français, notamment Montpellier qui a gagné son match sur tapis vert. Mais voilà, c'est vrai que d'être dans la peau du Leinster qui, à quelques heures après, aurait pu voir son match reporté, alors que là, ils ont perdu à 0 points, 28-0 face à Montpellier, c'est peut-être un peu délicat pour eux, c'est certain. Après, voilà, comme le disait Jérôme, et je suis parfaitement d'accord avec lui, on est depuis 2 ans maintenant face à une situation qui est complètement inédite avec cette pandémie-là, dont on n'a aucune vision sur l'avenir. La vérité d'une semaine n'est pas la vérité de la semaine d'après, donc on ne sait pas, on navigue un peu dans le flou. Je pense que les dirigeants de l'EPCR ont pris la décision qu'ils ont estimée la plus juste à l'instant T. Et Peut-être forcé aussi, oui. Ouais, voilà, cette décision-là, ce ne sera pas la même, bien sûr. Tu vois, s'ils doivent éventuellement statuer à nouveau, peut-être la semaine prochaine, on ne sait pas. Donc, on est dans le flou, il faut s'adapter et cette pandémie nous oblige à une adaptabilité permanente, quoi. Et c'est un peu pénible. Non, parce qu'il faut bien comprendre que le Leinster a été contraint de déclarer forfait par les organisateurs. Donc, il a perdu le match 28-0 sur tapis vert. Alors que quelques heures après, on annulait des matchs où là, personne n'a perdu, puisqu'il faut les rejouer. Voilà pourquoi ça peut être inéquitable, en effet. Mais bon, il faut bien, à un moment donné, une limite. Puisque tu en parles de ces matchs reportés, Jérôme, est-ce qu'on sait tout simplement, messieurs, quand est-ce qu'ils peuvent être reportés? On connaît le calendrier du rugby particulièrement chargé, on joue tous les week-ends, Noël, le Nouvel An et tous les autres week-ends de l'année. On connaît le problème des doublons aussi. Pardon. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on aura les dates pour reporter ces matchs tout simplement? Alors, je crois que c'est pas officiel. Ah, pardon. Excuse-moi, Jérôme, a priori, c'est ce qui faisait un petit peu le sel de la compétition cette année. On était parti sur une formule très, très innovante et intéressante, un peu calée dans une moindre mesure, bien sûr, sur celle du football avec des huitièmes de finale en aller-retour. Exactement. Et a priori, d'après les premières informations qu'on peut avoir, on serait parti là sur l'idée d'annuler donc ces matchs en aller-retour, faire les huitièmes de finale sur un match sec et permettre ainsi sur le premier huitième de finale, la date du premier huitième de finale, de jouer les matchs qui ne se sont pas joués ce week-end. Ce serait une des solutions qui enlève un peu de sel. Vas-y, Jean. Pardon, il faut espérer que les 3 et 4e journées prévues dans la deuxième quinzaine de janvier ne soient pas elles-mêmes menacées ou perturbées. Sinon, ça créerait une situation quasiment inextricable. Donc, cette compétition européenne qui donc a beaucoup de mal à perdurer avec ces vagues de Covid forcément qu'elle subit entre les pays, car on le rappelle, ce qui fait que tant de matchs en Europe ont été annulés alors qu'ils ne le sont pas en top 14 et en championnat domestique notamment, c'est que tous les joueurs doivent être testés alors qu'en France seuls les non vaccinés le sont. Donc forcément beaucoup plus de tests et beaucoup plus de cas positifs chaque week-end et également des règlements gouvernementaux qui sont différents d'un pays à l'autre. Donc forcément, cette compétition européenne qui est vraiment difficile à disputer et on espère qu'elle pourra aller au bout parce que comme on a l'habitude de le dire, à partir des finales, des phases finales, ça reste quand même une compétition à un niveau de jeu exceptionnel. On va enchaîner, messieurs, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule assez particuliers. Je vous l'expliquerai après. On va commencer avec ton coup de cœur, David. C'est un petit coup de cœur pour le retour sur les pelouses de Chaskin Colby. Ouais, petit coup de cœur parce qu'il n'a pas fait un match exceptionnel avec Toulon ce week-end. Voilà, c'était son retour à la compétition, mais j'ai quand même envie de le classer dans les coups de cœur parce que je pense que c'est un joueur, bien sûr, qui a un immense talent. Il est plus à présenter, voilà, champion du monde, facteur X, capable de marquer des essais de tous les coins du terrain. Et je pense que c'est quelqu'un qu'il vaut mieux avoir sur les terrains que blessé en tribune. Donc, coup de cœur pour le retour de Chaskin Colby, dont j'espère qu'il va illuminer le top 14. Voilà, donc timide retour pour Chaskin Colby, mais retour, et c'est bien l'essentiel, pour la victoire du RC Toulon 28-14 face aux Zèbres. Et il n'y aura pas de coup de gueule cette semaine parce qu'on a eu assez de déceptions comme ça avec toutes ces rencontres annulées en Coupe d'Europe. On va partir en Pro D2 pour un deuxième coup de cœur, Jérôme. Et ton coup de cœur, du coup, c'est l'équipe de Mont-de-Marsan qui termine la première phase en tête du championnat. Quel bonheur que de voir ces Montois premiers. Je crois qu'ils ont gagné 12 matchs sur 15. Je crois qu'ils ont gagné avec le bonus offensif toutes leurs rencontres à domicile. Alors, on parle d'une équipe qui n'a pas un budget spécialement impressionnant, qui n'a pas des moyens colossaux et qui a su révéler des talents comme Colli, Denardi, l'Argentin Mensah, Bagnos en troisième ligne. J'en oublie, je m'arrête là. Ils sont extraordinaires. J'espère que Mont-de-Marsan, un fief historique du rugby français, va rejoindre l'élite. C'est formidable.
Très bien, le message est passé. Donc, pour les Montois, qu'on attendait certainement pas à ce niveau-là en début de saison et qui, donc, avec leur victoire ce week-end 27-9, se retrouvent en tête du championnat avec 57 points, 2 points d'avance sur Oyonnax. Messieurs, voilà, c'est tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir fait avec moi. Merci à vous derrière vos écrans pour votre fidélité. Pas de prono, contrairement à d'habitude, parce que voilà, aucune rencontre française ce dimanche après-midi. On en a déjà assez parlé. Merci à vous pour votre fidélité et bon dimanche et bonne semaine de rugby sur midiolympique.fr et Rugbyrama. Au revoir. Au revoir.